Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur le podcast Le Trèfle. Johan pour vous accompagner dans ce nouvel épisode. On espère que vous avez passé un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous, on vous retrouve donc comme on l'avait dit après 30 matchs. À la fin du dernier épisode, on s'était dit qu'on referait un point autour des 30 matchs. Bah voilà, 30 matchs pile poil, on y est. Et donc, on va parler de ce qui s'est passé sur les 13 derniers matchs, puisque lors du dernier épisode, on était à 17. Et il s'est passé beaucoup de choses, et des choses assez inattendues. On va y revenir. Je suis avec Kevin et Vincent pour cet épisode. Les gars, comment ça va, Kevin? Tout va bien? T'as passé de bonnes fêtes? Bonjour Johan, bonjour Vincent, bonjour à tous et à toutes. Merci, oui, effectivement, tout va très bien. J'ai passé de bonnes fêtes, des fêtes passées à regarder Jaylen Brown atteindre un record qui n'avait plus été atteint depuis Larry Bird. Je pense qu'il n'y a pas mieux, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis voilà, c'est la saison des fêtes. Malheureusement, sans Celtics au Christmas Game, j'étais un tout petit peu triste et déçu, mais désolé Adam, tu as fait une erreur, visiblement, encore une. Voilà. C'est sûr que ça, on pouvait pas s'y attendre au moment de... Enfin, moi, je n'en veux pas, quoi. C'est vrai qu'avec ce que ça Non. donnait sur le papier, il y avait peu de chances qu'on soit là où on en est aujourd'hui. Vincent, comment ça va, toi? Salut les gars, ça va très bien, moi aussi les fêtes se sont bien passées et moi le Christmas Game, je me suis fait les 2 premiers matchs et je me suis bien régalé du coup. Le New York Cavs et le Spurs OKC, ça m'a changé, du coup c'était pas si mal. Ouais, pas mal. Bien, et ben on va attaquer tout de suite. Alors, on est obligé de commencer par une mauvaise nouvelle, ou en tout cas une mauvaise nouvelle pour certains, peut-être certaines de nos auditrices, certains de nos auditeurs, je sais pas, ceux qui étaient à fond sur le projet AJ Dibanda. Voilà, on est au regret de vous annoncer que ça va pas le faire, tout simplement parce que les Celtics sont beaucoup trop forts. Donc il y a 2 raisons à ça. Déjà, il y a en tout cas à notre avis, il y a les résultats récents dont on va reparler. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a quand même le retour de Jason Tatum qui a l'air de bien se préciser. On va en reparler. Alors, on va pas faire semblant de pas s'en souvenir parce qu'on l'a réécouté pour la préparation de cet épisode. Mais dans le dernier épisode, Vincent, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, alors attends, je vais quand même reprendre les notes. Au moment où on a enregistré le dernier épisode, on était 10e. Ça paraît fou, enfin moi ça me semble tellement loin. Et donc, il y a eu 13 matchs depuis. Le bilan était de 9 victoires pour 8 défaites. Je rappelle quand même qu'on a affronté Détroit, Minnesota, Cleveland, New York, Washington, les Lakers, Toronto, Milwaukee, encore Détroit, Miami, Toronto et 2 fois Indiana. Et donc à ce moment-là, Vince, à la fin du dernier épisode, on se disait quand même que le programme à venir était assez costaud. Et en se basant sur notre 9-8 et sachant qu'il restait 13 matchs, on avait estimé que pour le prochain épisode, on aurait un bilan d'environ... Je sais plus, moi je m'étais pas prononcé, mais en tout cas pas positif. Je pensais pas qu'on gagnerait plus de la moitié des matchs largement, voire même vu ce qui nous attendait, j'étais assez pessimiste et finalement 10 victoires, 3 défaites. C'est ça. Alors je peux te le dire, du coup on hésitait avec Azad. J'avais dit la même chose qu'Azad, moi. Il était parti sur 13-17 et j'avais dit la même chose. Et comme tu nous as un peu refroidi sur le bilan, j'ai dit bon allez, pour pas dire la même chose que Azad, je vais dire 12-18. Et au final, on est en 19-11. Donc surprise et en même temps, quand on regarde les Celtics jouer, pas tant que ça.
Complètement, complètement. Grosse surprise, mais sur ces 13 matchs, donc tu les as cités, il y a pas eu que des petits matchs, entre guillemets, il y a même eu, le programme était assez corsé. Sur ces 13 matchs, on affiche tout simplement un des meilleurs net ratings de NBA avec plus 9,8, donc 10 victoires, 3 défaites. Sur cette période-là, au niveau des équipes, globalement, je crois il y a que les Spurs qui gagnent plus, qui perdent un peu moins, mais les résultats étaient tout simplement assez extraordinaires, avec une production offensive de très haut niveau. Je crois que c'est la deuxième attaque sur cette période-là et la 18e défense, donc assez proche de ce qu'on fait depuis le début de l'année, donc avec une attaque d'élite et une défense moyenne. Voilà, donc on va revenir un peu au cas par cas, mais moi je suis vraiment assez estomaqué par comment dire, par ce qu'arrive à produire ce groupe. J'ai pas l'impression qu'on est plein de mecs en énorme surchauffe. J'ai juste l'impression que là, les mecs sont au maximum de ce qu'ils savent et peuvent faire. Et il faudra tirer notre chapeau au coach, parce que je suis le premier à lui avoir tapé dessus pour certaines raisons, mais ce qu'il est en train de faire sur ce début de saison est assez remarquable, voire très remarquable. Ouais, carrément. Sacré perf de l'ami Joe Mazzulla et de son staff, hein, évidemment. Kevin, cette série de matchs, toi, bon alors t'étais pas avec nous pour le dernier épisode, mais j'imagine que tu les as suivis avec attention. Comment tu ressens ça là sur cette petite période où ça a vraiment été le moment de la bascule, hein, parce on a été aux alentours de la 10e place sur les 17 premiers matchs et là depuis la dernière fois qu'on a enregistré, il y a vraiment eu un gros bond en avant, quoi. Exactement, exactement. On était effectivement en 9-8 et dès après que le 9-8 se soit terminé, on avait en premier match Détroit. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, Détroit, c'était une équipe qui n'avait perdu que 2 matchs. Et on arrive à les battre avec une très belle performance. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que Kate Cunningham a fait un très gros match également, je ne suis pas sûr. Mais en fait, je pense que ça a un petit peu été à l'image de ce qu'on a été capable de faire ensuite. C'est-à-dire, offensivement, on a été très performant. Il y a eu de très bonnes phases défensives également, même si ça a été plus évidemment l'attaque. Dans le même exemple, on arrive à gagner un match pas facile contre les Cavs à Cleveland. On bat les Knicks aussi à domicile. On arrive à battre évidemment largement les Lakers qui, à cette époque-là, a été privés de leurs meilleurs joueurs, qui étaient soit reposés, soit blessés. Je crois me souvenir qu'Austin Reeves, Luka Doncic et LeBron James n'avaient pas joué ce match. Et puis surtout, ce qui me semble assez impressionnant, c'est qu'en fait, on arrive à gagner des matchs qui sont pas faciles sur le papier. On bat 2 fois les Raptors. À l'époque, les Raptors, c'était quand même l'équipe qui était deuxième de la ligue. À ce moment-là, on arrive à les battre 2 fois. Et puis voilà, on est sur une très belle série actuelle de 4 victoires de suite. Si on considère sur une globalité, on est sur 8 victoires sur 10 matchs. 8, donc un bon 8-2, ce qui finalement, c'est pas très loin du 10-3. Mais en fait, ça montre que cette équipe, elle est capable de très bien jouer. Elle est capable, au-delà clairement de nos expériences, puisque j'étais présent lors du podcast de début de saison et on était évidemment tous plutôt en projet tanking avec notamment Titouan. On était en projet tanking, on se disait ouais, effectivement, ça serait peut-être mieux qu'on perde plus de matchs, mais il est vrai qu'on s'attendait pas du tout à être troisième aujourd'hui de la conférence, d'être à 2 victoires des Knicks seulement, qui était quand même annoncé comme le favori de la conférence. Non, on fait un très belle seconde partie de début de saison et on espère que ça va continuer. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis quelque chose, alors je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais je trouve qu'il y a moins de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, j'allais dire, il y a peut-être, tu vois, tu parlais du match des Lakers, c'est ça qui m'y a fait penser. C'est le genre de match, on va pas dire qu'on perd à chaque fois, mais voilà, tu te retrouves dans la peau du favori parce que le meilleur joueur adverse n'est pas là. Combien de fois les Celtics se sont retrouvés mal dans ces situations? Et là, je sais pas si c'est l'absence de Tatum ou je sais pas si c'est le fait de courir après quelque chose. Il y a plus de niaque, je sais pas comment dire ça. Les 2 derniers matchs contre les Pacers qui sont mal embarqués les deux, eh ben on lâche pas, on revient, on remonte. Et
Enfin voilà, il y a un moment, je crois, peut-être pas le dernier, mais celui d'avant, on est à presque moins 20, et on lâche pas, on y va. Les Lakers ont leurs meilleurs joueurs qui sont absents, ben, on le prend pas par-dessus la jambe pour autant, on répond présent. Et je trouve qu'il y a une belle agressivité De, de ce, dans le bon sens du terme, bien de sûr. ce point de vue, il y a des explications qui sont assez simples. C'est qu'en fait, tu as beaucoup de mecs qui jouent à leur place à NBA là dans ce roster. Et on l'a bien vu sur le premier match contre les Pacers. Dans le troisième quart-temps, dans mes souvenirs, Mazzulla il bench les titulaires. Et en fait, il fait rentrer des mecs qui ont la dalle parce que très clairement, notamment Luka Garza, dont je suis pas le plus grand fan, ça fait 2 matchs qu'il sort où en fait il est hyper agressif, il est partout, on a l'impression qu'il est partout, mais en fait lui littéralement il joue sa carrière, il joue donc c'est là on a un roster qui a pour la plupart d'entre eux vraiment la dalle. Je dis pas que l'année dernière ou l'année d'avant c'était pas le cas, mais c'était des mecs établis qui avaient leur contrat, donc qui faisaient le taf, mais t'avais parfois sur certains matchs ce petit manque de supplément d'agressivité comme tu disais, que là, bon ben voilà, entre tes rookies Gonzalez, ta triplette ouais, ta triplette d'ailier, les Josh Minott, je disais Luka Garza, c'est des mecs qui n'avaient plus de contrat, qui ont qu'un contrat d'1 an plus 1 an non garanti j'imagine, ils jouent littéralement leur carrière, donc c'est des mecs quand ils rentrent vraiment tu les vois, et ce qui fait que tu perds pas les petits matchs et tu arrives même à en prendre certains, celui contre les Knicks font pas un grand match dans l'agressivité et tout, on est vraiment équipe un peu ouais cette année poil à gratter, et en plus je pense que des groupes comme ça, Joe Mazzulla c'est un peu son délire historiquement, donc je pense que même lui il prend un pied pas possible à coacher tout ça. Ouais, c'est exact, c'est une équipe d'underdog en fait. C'est totalement l'esprit, ça me rappelle dans une autre dimension les Pacers de l'année dernière, qui était une équipe constituée d'underdog. Alors évidemment à d'autres niveaux, puisqu'ils avaient quand même Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, Miles Turner qui tournaient bien, mais c'était pas une équipe où il y avait vraiment une star définie. Enfin, il y avait une star, deux stars, et ensuite t'étais entouré surtout de mecs qui allaient se donner à fond. Pour l'équipe dans une moindre mesure, parce qu'on n'est pas les Pacers de 2025 et je pense qu'on 2024-2025 et je pense qu'on n'aspire pas à l'être. On a un peu cet esprit avec des mecs, tu disais Luka Garza, c'est exactement l'exemple. Josh Minott, j'allais en parler, tu en as parlé, effectivement, c'est totalement le genre de mecs qui vont donner tout sur le terrain, qui vont se battre pour un contrat, et en fait, c'est l'esprit qu'on aime à Boston. C'est des mecs qui se battent, et pendant des années et des années, durant du coup la période Isaiah Thomas, on avait ce genre d'esprit un peu underdog autour des Jack Crowder, Avery Bradley. C'est un peu cet esprit que j'ai l'impression de retrouver cette année. On n'est clairement pas défini comme favori, mais on se donne à fond, et on fait tout pour finalement rester et continuer un peu la streak de playoff, puisque pour la statistique, ça fait depuis 2014 qu'on n'a plus été non playoffable, ce qui est un bilan absolument exceptionnel, et je pense que cette équipe est totalement capable de la continuer et de se donner à fond à chaque fois qu'elle rentre sur le terrain. Vincent, est-ce que on est bon sur ce... Tu voulais nous parler un petit peu en général de ces 13 derniers matchs. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe au point suivant? Non, on peut passer au point suivant. Je rentre pas trop aujourd'hui, je rentre pas trop dans les détails statistiques. On fera ça à mi-saison, par exemple, faire un truc un peu plus rond et tout. Mais vraiment, juste voilà, répéter à quel point on est. Moi, je suis surpris en tout cas par ces 13 derniers matchs et ce début de saison en globalité au final. Eh bien alors on passe à la suite, et donc la deuxième raison qui nous laisse penser que les Celtics ne viseront plus le bas de toute façon, même si ça devient une évidence, c'est le retour qui se dessine de Jason Tatum, donc puisque il y a eu cette déclaration de Joe Mazzulla. Il a été interrogé sur le sujet, alors j'ai pas la décla sous les yeux, mais de mémoire, il dit en gros que c'est lui qui gère, quoi. Il dit que Tatum et son équipe définiront quand il est prêt à revenir, et que à ce moment-là, en gros, l'équipe ne l'empêchera pas de revenir. Le retour de Tatum, on s'est souvent posé la question, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Bon, on va espérer que
que si nous on a des inquiétudes vis-à-vis d'une éventuelle rechute avec sa blessure, etc., et de la prudence qui doit être de mise, si nous on s'en inquiète, je pense qu'il s'en inquiète aussi, son équipe très certainement encore plus, donc on va partir du principe que s'il revient, c'est qu'il est prêt à revenir, et du coup, s'il revient, ce serait plutôt cool, non? Ah, mais évidemment, c'est sûr que ce serait plutôt cool. Ça reste notre franchise player, ça reste le mec qui nous a mené au titre. Bien sûr, ce serait cool. C'est sûr que c'était Jalen Brown qui le disait en interview, ça serait le rétablissement le plus rapide de l'histoire des blessures au tendon d'Achille. Et en même temps, c'est vrai que c'est rapide. Alors après, évidemment, il y a des circonstances qui font que le jour où Tatum s'est blessé, il y a eu la coïncidence que le spécialiste de ces blessures de ce genre soit au même endroit, au même moment, ce qui fait qu'il a pu être opéré littéralement dans la nuit, après le match. C'était à New York, c'était le Game 5 de souvenir. Donc en fait, il y a eu cette circonstance que ça a été rapide, et puis ça reste un joueur jeune qui, sans vouloir dénigrer d'autres players, on sait d'autres joueurs, on sait qu'il est amoureux par le jeu et qu'il va tout donner pour revenir. Et puis le retour de Tatum, est-ce que ça a donné un boost à l'équipe? Sûrement, mentalement, ça joue. Je pense que ça joue. Mais il faut aussi un peu s'en détacher et ne pas simplement dire ouais, c'est grâce à Jason Tatum. Bien sûr, c'est ce qu'on ne dit pas d'ailleurs, on ne le dit pas, mais ça, je pense qu'il y a un facteur derrière qui fait que les joueurs se sont dit on va tout donner, on va faire de son mieux pour remettre JT dans les bons rails. Et puis de toute façon, nous, en tant que fans, on reste en mode voilà, tu reviens quand tu veux. On se débrouille très très bien actuellement, tu ne te presses pas. Mais si lui se sent prêt, s'il est prêt à se relancer là-dedans, soit, mais avec toujours beaucoup de précautions au début. Je pense que Joe ne voudra pas lui faire jouer 30 minutes d'un coup. Il le fera progressivement reprendre ses minutes à son retour, à mon avis. Ouais, forcément. La prudence sur le fait de revenir, ok, mais oui, une fois de retour, ce sera certainement géré de près. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vincent? J'ajoute rien. J'en pense pas. En vrai de vrai, le retour de Tatum, j'en pense pas grand chose au final. C'est de la médecine. À quel niveau? Je peux poser des questions en fait. Je peux vous balancer plein de questions. À quel niveau? Est-ce qu'il n'y aura pas des rechutes? Tout ça, tout ça, tout ça. Il me tarde de le voir dans ce collectif-là, donc un peu plus, on a dit depuis le début de la saison, un peu moins talentueux. Donc voilà, du boost de talent, je pense que ça ne manquera pas. J'aimerais bien voir l'intégration défensive, vu que c'est un petit peu les petits soucis qu'on peut avoir. Ça reste une défense assez moyenne, et j'estime que c'est un des meilleurs défenseurs de la planète. Certainement un des peut-être 15 meilleurs défenseurs de la planète. Il est hyper intéressant dans plein de choses. Donc limite, ça serait plus pour voir son apport en défense qu'en attaque, parce que pour l'instant elle tourne très très bien même sans lui. Donc voilà, j'ai lu une autre question, je balance des questions, c'est qu'est-ce qu'on ferait avec tous ces ailiers? Donc ça c'est ma rengaine depuis quelques temps avec cette palanquée d'ailiers. Si on en rajoute un qui joue à terme 30-35 minutes, qu'est-ce qu'on fait des autres? Est-ce que ça méritera pas de bouger à la deadline pour en enlever certains pour faire de la place, voilà, une fois qu'il reviendra, et éventuellement aller garnir d'autres positions, d'autres tailles de joueurs, notamment je pense au poste de pivot. Donc voilà, après tout ce qui est histoire du retour, de la date, tout, j'ai rien à en dire. De toute manière, ce qui est intéressant, c'est que Brad Stevens a déclaré qu'ils n'avaient pas demandé la DPE. C'est une exception quand on a un joueur blessé qui est out pour la saison, ils ne l'ont jamais demandé. Ça veut dire que derrière ça, ils se laissaient la possibilité de faire revenir Tatum pendant la saison si c'était possible. Donc au final, de toute manière, au final, on sait que n'ayant pas demandé cette exception en termes salarial au niveau du CBA, et bien forcément, on savait qu'en tout cas, ils se sont laissés cette porte ouverte. Donc, à voir ce qu'il en est, hein, tout simplement. Hein, à voir. Wait and see. Eh ben, je te remercie, Vincent. Je sais pas, ça doit être la fatigue des fêtes. Je m'étais noté 2 points en fait sur le retour de Tatum. Donc il y avait les déclats de Mazzulla, et puis il y avait aussi
Effectivement, le fait que les Celtics n'ont pas demandé cette fameuse exception, c'était l'autre facteur qui nous encourageait à penser qu'il allait revenir à un moment ou à un autre. J'ai zappé, donc merci, tu es merveilleux, tu combles mes lacunes, c'est super. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup merveilleux. On va parler de quelqu'un qui est merveilleux lui aussi, de celui qui a du coup endossé un petit peu le rôle de numéro 1 par intermittence de cette équipe pendant l'absence donc de Jason Tatum, c'est Jaylen Brown. Il y a très certainement certains auditeurs, certaines auditrices peut-être que ça fera sourire parce que c'est vrai qu'on a toujours ce besoin de faire un petit point spécial sur Jaylen Brown. Là, moi, je vous cache pas que c'est vraiment avec plaisir parce que ça fait du bien en fait. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations, on se demandait un petit peu. Il fait un très bon début de saison, on en a parlé dans le dernier épisode. On espère très fort dans le dernier épisode qu'il va pouvoir continuer comme ça. Jaylen Brown, à l'heure où on parle, il est donc, Kevin le disait, sur une série de 8 matchs à 30 points ou plus d'affilée, ce qui donc n'avait pas été réalisé depuis Larry Bird. Je crois, il faudrait vérifier, je suis pas sûr que ce soit le record absolu, je sais pas si en continuant il pourrait passer premier. Il tourne à 50% au tir. Rien que ça, enfin, il a une efficacité qui est dingue. Moi, je me rappelle le dernier match que j'ai en tête, évidemment, le tout dernier là. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il shoot, ça va rentrer en fait. Il est vraiment super à ce niveau-là. 37% à 3 points sur un volume qui est bien inférieur à ce qu'il prenait les saisons précédentes. Donc il y a vraiment du choix là-dessus. 78% au lancer franc. J'ai été assez étonné en regardant ça parce que je sais pas si vous étiez comme moi, mais c'est vrai que les dernières saisons, surtout la saison dernière, il était catastrophique, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, il était vraiment pas au niveau au lancer. Quand il allait sur la ligne, t'avais pas la sérénité de te dire allez, là c'est 2 points faciles, parce que très souvent il en loupait 1 sur 2 ou pas loin. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que les pourcentages étaient pas ouf. Là, 78%, ça m'a étonné. Alors j'ai regardé, il y a 2 matchs qui sont vraiment cata. Il y a un 7 sur 14, je crois, contre les Pistons. Mais en dehors de ça, voilà, il y a vraiment une sérénité retrouvée sur la ligne. Il va beaucoup sur la ligne, beaucoup plus que les années précédentes. Et du coup, ça lui permet d'équilibrer son scoring comme ça. Au niveau des pertes de balles, bon, on peut pas dire qu'il y a moins de pertes de balles que précédemment, mais ce qui compense un petit peu ça, c'est son usage qui est hallucinant. En fait, il a le 3e usage de NBA, tout simplement, derrière Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo. Sachant que selon le site où on regarde, il est classé 2e. Je pense que c'est parce que Giannis n'a pas assez joué. Je n'ai pas vérifié ça, mais en tout cas, c'est les 2 seuls joueurs qui sont au-dessus de lui, puisqu'il a un usage à pas loin de 37%. C'est énorme, hein. Voilà, comme je disais, c'est 2e ou 3e selon comment on prend la stat de toute la ligue, donc c'est énorme. Alors oui, il perd des ballons, oui, il est pas, c'est pas devenu le joueur le plus propre de la ligue rien que cette année, mais par contre voilà, avec un usage qui est immensément supérieur, le nombre de ballons perdus est supérieur, mais pas non plus déconnant. C'est un joueur qui est tout simplement dans la conversation du MVP en fait. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien évidemment que pour aller chercher les Shea, les Jokic et compagnie, ça va être très très compliqué. Mais par contre, le MVP c'est une histoire où il y a souvent des classements en cours de saison, etc. Et là, on en voit passer quelques-uns. Jaylen Brown, il est 6e, 7e. Enfin, c'est vraiment le côté valuable et excellent quoi. C'est vraiment, il apporte vraiment ce qu'on pouvait espérer et plus encore peut-être. Si les Celtics sont dans une si bonne période, c'est en grande partie grâce à lui. Vincent, toi, Jaylen Brown sur cet échantillon et même depuis le début de la saison, si on veut faire un petit retour en arrière, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas par quel bout attaquer. En fait, on avait peur avant le début de la saison qu'on lui demande de faire des choses dont il n'était pas capable, dont qu'on savait qu'il n'était pas capable de faire. Au final, le Jaylen Brown qu'on a, c'est le Jaylen Brown qu'on connaît.
en version très à droite, en version qui rentre pas mal ses 3 points, qui va encore plus sur la ligne des lancers francs, donc c'est un gros producteur de points en attaque. On lui demande pas beaucoup de créer pour les autres, donc c'est pas plus mal parce que c'est ce que moi j'avais peur, c'est qu'on lui demande beaucoup de choses de cet ordre-là et que je pensais qu'il n'en était pas capable ou que le résultat serait pas génial. Donc au final, on a un Jalen Brown très scoreur, mais je trouve, et là où je suis assez content, c'est que c'est pas non plus, tu as dit qu'il avait un très gros usage, mais quand on regarde les matchs, c'est pas flagrant, je le vois pas en croquage absolu. Je pense qu'on a besoin cette année de ce volume de responsabilité qu'il prend, parce que très clairement, on a quand même un jeu qui a besoin de créateurs pour eux-mêmes, pour continuer à produire de l'attaque. Par contre, et là, alors il est dans la conversation MVP, et là où il a des années-lumière que d'autres joueurs, c'est que je trouve que c'est pas quelqu'un, et ça le sera jamais, et c'est très bien que ça reste comme ça au final, qui rayonne sur les autres. C'est pas quelqu'un qui fait mieux jouer les autres, qui crée des paniers faciles pour les autres en volume de temps en temps sur des drive and kick pour trouver un pivot pour le alley-oop éventuellement, des choses comme ça. Mais c'est pas quelqu'un qui diffuse à outrance. Donc au final, finalement, je trouve que c'est un Jalen Brown à énorme volume, mais ça a toujours été un joueur de gros volume qui, comment dire, qui trouve, alors j'aime pas trop cette expression, mais qui trouve ses spots et en tout cas qui a l'air en accord avec son corps, il a l'air en grande forme, et son tir. Je pense qu'il a jamais aussi bien tiré les lancers francs à 78%. Je pense que c'est pas loin de son carrière high. Au niveau du 3 points, ça faisait plusieurs saisons qu'il rentrait pas autant de 3 points que depuis le début de l'année. Et il prend beaucoup de mi-distance, ça on l'avait déjà dit, et pour l'instant il y est toujours très adroit. Sur les 13 matchs qui viennent de passer, il est à 60% de true shooting. C'est très très bien. C'est vraiment c'est au-dessus de la moyenne, c'est vraiment très très bien. C'est pas délirant comme certaines autres superstars qui sont bien au-delà encore. Autre chose à dire, il a un nombre de drives, c'est un des plus gros drivers de NBA cette année en volume. Il est plutôt bon même à la finition, donc ça c'est super, c'est ce qu'on veut de ce joueur-là. Tu l'as dit, les pertes de balles, elles ont pas explosé, elles sont assez importantes, mais elles ont vraiment pas explosé. J'aime beaucoup le rôle qu'il a, on va dire moralement. J'ai l'impression qu'il a l'air d'embrasser ce rôle de leader vraiment à merveille. Petite chose, moi, qui m'interpelle toujours avec Jalen Brown depuis plusieurs années maintenant, et c'est là où je dis qu'il diffuse pas, c'est qu'en fait, qu'il soit sur le court, oula, vous voyez que j'ai des problèmes de sport, sur le terrain ou pas sur le terrain, l'équipe performe à peu près de la même manière. Et même notamment quand il est hors du terrain, c'est-à-dire sur les secondes units et des choses comme ça, l'équipe performe, outscore l'adversaire encore mieux quand il n'est pas sur le terrain. Alors ça, c'est un truc qui me perturbera toujours. Alors oui, il joue contre les meilleurs joueurs adverses, oui, il joue contre les 5 de départ adverses, mais encore cette année, et c'est quand même assez fou, il fait une super saison. L'équipe, et pourtant quand il n'est pas sur le terrain, on pourrait se dire que ça manque de talent, ben, l'équipe elle performe très très bien aussi quand il n'est pas sur le terrain. Donc ça reste quand même pour moi des indicateurs. Alors là, les échantillons sont pas monstrueux, mais quand même ça fait plusieurs saisons maintenant que quand il n'est pas sur le terrain, l'équipe continue à performer. Et ça c'est un truc qui est un petit peu, je suis moins dans l'emballement, malgré que je trouve qu'il fait une super saison. C'est quand même un indicateur qui est pas génial, qui indique bien que il n'est pas diffuseur d'attaque phénoménal, on va dire. Ouais, mais comme tu disais, c'est pas ce qu'on lui demande, quelque part. Là, cette année, on lui demande de faire du volume parce qu'on en a besoin, et ce volume-là, il le fait à très haut volume et de manière, d'une bonne manière, je trouve. Donc, j'ai strictement rien à lui reprocher, mais il y a quand même, quand on met le nez sous le capot, des trucs qui sont, comment dire, sur le long terme, perturbant. Voilà, perturbant malgré le meilleur début de saison de sa carrière et de loin, et même une production inattendue. Moi s'il fait une saison comme ça, je serais très surpris. Je dirais waouh, je me suis bien planté. Il a répondu vraiment à toutes les attentes que je pouvais avoir sur lui. Voilà. Kevin, tu voulais nous parler de 2 autres joueurs en particulier. Est-ce que avant ça, tu as un petit mot à dire sur Jalen Brown? Bah, vous savez, c'est très difficile de passer après vous deux quand on parle des Boston Celtics. Oh, Mais, c'est vrai.
c'est vrai. Mais je vais essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice sur Jaylen Brown. Déjà, un petit point statistique qui n'est pas lié à Jaylen Brown, mais qui est lié au record actuel. Parce que tu en parlais tout à l'heure, Johan. Euh, le record ever des matchs à 30 points marqués ou plus, c'est Will Chamberlain à 65. Donc, ça ne s'arrivera jamais. Hein. Je pense que ça va être très, très dur pour Jaylen Brown de dépasser. Et Dieu merci, d'ailleurs, ce sera pas possible. Et ensuite, derrière, vient un certain James Harden, dans sa fameuse série de 2019, quand il avait été juste après son titre de MVP, d'ailleurs, où il avait fait 32 matchs de suite. Mais de la franchise des Celtics, c'est bien Larry Bird qui le possède, avec 9 matchs de suite. D'accord. Donc il peut l'égaler éventuellement ce soir, puisque C'est ça. donc, pour la petite histoire, on enregistre juste avant le match contre les Blazers, et éventuellement le battre sur un éventuel prochain match. Je ne sais pas qui on joue après les Blazers, mais voilà, on en est là. De souvenir, je crois que c'est 31 et c'est le Jazz, non? C'est le Jazz, exactement. Alors les gars, si je peux me permettre, finalement moi, qu'il le batte, qu'il l'égale, je m'en fous complètement. Ah ouais, non. Par contre, si ce soir, je vois qu'il a fait un 9 sur 27 et qu'il a réussi péniblement à aller chercher les 30 points, ça va m'agacer. Parce que ce qui est très bien dans la série des 8, c'est qu'il n'y a aucun match où il croque vraiment, on va dire. C'est-à-dire qu'il a laissé le jeu venir à lui, et ça, c'est super. C'est vraiment... Moi, je craignais les grosses sessions de forçage, plus, on va dire. Et là, pour l'instant, moi, justement, entre guillemets, je l'ai même pas vu venir, cette série. Pour l'instant, je trouve qu'il est ok, il est en phase, même avec le collectif et tout. Et ça, c'est top. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je me dis, oh là, Jaylen Brown, ça, bon, il va prendre 5 tirs d'affilée tout seul sans faire une passe. Et ben, j'ai pas cette sensation. Et ça, c'est super. Donc là, et ça, c'est intéressant même de le voir ce soir et de regarder si d'entrée de jeu dans le premier quart-temps, tu vois qu'il prend 6-7 tirs de manière anormale. Je dis, oh, ils sont au courant des stats, les mecs. Et De toute façon, là, tu soulèves un point intéressant. Je pense que c'est à craindre, hein, parce que moi, j'y avais pas fait attention, mais j'ai revu passer des vidéos après où tu vois que il fait son petit clin d'œil quand il arrive à 30 points sur le dernier. Il l'a en tête, hein, il y pense, c'est sûr. Pas génial. Donc ouais, c'est peut-être de mauvais augure. Ah, écoute, il nous a tellement fait mentir depuis le début de la saison. Si ça se trouve, ce soir, il va nous faire un match super propre et mettre 32 points en laissant venir le jeu, et ce sera... Et s'il fait un match super propre à 29 et que tout le monde a pu briller autour, et ben on dira bravo, et encore plus bravo. Tu vois, c'est souvent, tu vois, enfin, alors je sais que la NBA, hein, et j'adore les stats, mais bon, celles-ci, elles sont un peu en l'air, entre guillemets, les séries, les machins, les ci, les là. Elles m'intéressent pas plus que ça. Je sais qu'eux sont quand même bien matrixés avec ça quand même, hein. Je pense qu'un joueur de haut niveau, il aime être dans les livres de records, surtout dans des franchises assez prestigieuses et tout. Franchement, ben, ça fait partie de la maturité aussi, je pense, de s'en détacher un petit peu. Il m'a j'ai jamais trouvé insupportable, par exemple, dans ce genre de choses dans notre franchise. Il n'y a jamais eu trop de forçage à outrance, donc ça c'est top. Voilà. Je préfère vraiment. La dernière fois qu'il a pas mis 30 points, c'était son triple-double où il avait fait plein de passes décisives. Bon, il était en galère sur son tir, mais il n'avait pas pris 25 tirs, quoi, au final, dans mes souvenirs. Il avait fait un 19, je sais plus combien, mais il était en galère. Et ben, je vais faire autre chose et on va gagner comme ça. Et on avait gagné, donc c'était vraiment. Enfin, je dis peut-être une bêtise, faut pas que je m'emballe, mais voilà. Finalement, comment il réagit par rapport au potentiel record démontre dans quel état d'esprit il est aussi. Donc j'espère qu'il va me faire plaisir. Pour moi, ce qui va être intéressant, c'est si jamais, par exemple, il y a un blowout contre Portland, que ce soit pour Portland ou que ce soit pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être en chasse de je marque plein de points, et là, dans ce cas-là, on va commencer à se dire, bon, après, ce sera un blowout, ça veut dire que le match se sera bien passé, ou mal passé, on va savoir. Ou est-ce qu'il sera en mode, je fais interagir mes coéquipiers et je distribue la balle. Si c'est la deuxième option, dans ce cas-là, on pourra dire qu'il est devenu plus mature. En même temps, c'est l'âge, il a 22 ans. Si c'est la première option, ça dépendra du contexte avant, en soi. Mais c'est sûr que, par exemple, si on a un blowout en faveur de Portland et que Jaylen Brown rejoue à la fin du match et qu'il n'en fait qu'à sa tête à vouloir absolument marquer, là, ça va pas nous faire plaisir. Ça, c'est vrai. En tout cas, on n'a pas pris de risque en enregistrant avant ce match, parce que c'est vrai qu'on a plein de bonnes choses à dire sur Jaylen Brown et qu'il risque de nous agacer un petit peu sur le prochain match. On va espérer que non, et on verra bien comment ça se passe.
Kevin, je reviens vers toi. Donc, tu voulais nous parler dans un premier temps de Jordan Walsh. Donc, Jordan Walsh qui est un petit peu on en avait parlé la dernière fois, cette bataille du je vais y arriver, la dernière fois j'ai dit pareil, du cinquième titulaire donc, puisque il y a ce fameux poste 3-4, on ne sait pas trop, qui a changé assez régulièrement. Il a fait sa place, il est devenu le titulaire. Alors avec des minutes qui fluctuent pas mal. L'attaque, c'est un peu fluctuant aussi. Il a fait des très gros matchs et puis il y a des fois où c'est plus difficile. Je te laisse la parole là-dessus. Parle-nous un peu de ce que tu as vu donc récemment sur Jordan Walsh. Oui, donc du coup, effectivement, je vais vous parler d'un gardien de prison, puisqu'il souhaite qu'on l'appelle Alcatraz. Donc, on va l'appeler Alcatraz. Jordan Walsh, tu dis très bien, c'est un joueur qui peut être fluctuant offensivement, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, s'inscrit parfaitement dans le Mazzola Ball. C'est quelqu'un qui va se battre sur tous les ballons, qui, à l'exemple d'un match où justement il nous fait gagner en prenant 2 rebonds offensifs. Je n'ai plus le souvenir du match, mais je vois bien les actions où en fait il est décisif. C'est un mec qui sait très bien défendre. De toute façon, quand on l'a drafté il y a de cela quelques années, 2-3 ans, on l'a drafté parce que on connaissait ses qualités défensives. Là où j'avoue où je suis relativement satisfait, c'est qu'il y avait quand même un petit peu de doute quand on l'a drafté sur ses capacités offensives. Et il y a encore de la fluctuation aujourd'hui, comme tu le dis, mais on peut voir qu'il est capable parfois d'apporter très, très, très bien sa pierre à l'édifice, que ce soit en allant dans la raquette ou que ce soit par exemple en tirant à 3 points. On voit qu'il prend de plus en plus de shoots parce que quand il est arrivé sa première saison, il prenait pas tant de shoots que ça et on ne le sentait pas tellement en confiance derrière l'arc. Là, on le sent plus en confiance. Alors quand il y a des soirs comme quand il nous a sorti son match à 22 points où il nous même peut-être un peu plus et où il nous sort un 6 sur 6 ou 7 sur 7 à 3 points. Là, la confiance elle est là, mais on sent même en général qu'il a développé une confiance qu'il n'avait pas il y a quelques temps. Sur le plan offensif. Sur le plan défensif aussi, il a pris de la maturation. Il est beaucoup plus présent défensivement. C'est un joueur qui était très chiant à jouer en défense en NCAA. Et on sait que le gap NCAA-NBA n'est pas forcément évident, mais il a confirmé ça. Et puis c'est quelqu'un qui prend de la responsabilité et qui mature. Et quand on sait que les joueurs draftés aux Celtics, depuis qu'on a une équipe de stars, c'est quand même compliqué de se développer. On a eu pas mal de joueurs qui malheureusement n'ont pas pu se développer sous les Celtics. Je pense fort à Ron Nesmith, dont on est très très content et d'ailleurs qui a fait son retour hier avec les Pacers. On est très content de son évolution à Indiana. Ça fait plaisir quand même de voir un mec comme Jordan Walsh dont on sait qu'il ne va pas être la star, mais qui correspond très très bien à finalement l'équipe qu'on a aujourd'hui et au jeu qu'on a aujourd'hui. C'est une équipe d'underdog, une équipe qui va tout donner sur le terrain. Et je pense que Jordan Walsh, c'est un peu l'étendard de ça. Complètement, ouais, carrément. Et moi, il y a une raison pour laquelle je l'apprécie particulièrement, c'est que je pense que dans d'éventuelles confrontations contre les Knicks, il pourra nous être très utile. Mais bon, on y reviendra quand ce sera le moment. Vincent, un petit mot sur Jordan Walsh avant d'enchaîner ? Bah ouais, moi j'y croyais plus du tout, j'avais abandonné le projet et il est très satisfaisant à voir, effectivement. Alors on lui demande quasiment rien en attaque, mais effectivement ça rentre les quelques 3 points qui tentent en ce moment. Il y a de l'agressivité au rebond offensif, il y a des belles séquences sur des Jalen Brunson, justement, c'était intéressant. Après, il est dans ce pool de Jordan Walsh, Hugo Gonzalez et Baylor Scheierman, notamment, d'ailiers qui sont très bons défensivement, avec une attaque qui pour l'instant tient, mais avec des tout petits volumes où on leur demande finalement pas grand-chose. Mais ils sont tous satisfaisants. C'est-à-dire vraiment, littéralement, ces 3 joueurs-là, notamment, sont satisfaisants dans ce rôle de défenseur. Parce je ne sais pas si on avait prévu d'en parler d'Hugo Gonzalez, mais Hugo Gonzalez, sur le match des Knicks, il défend et Brunson et Karl Anthony Towns. Donc c'était assez spectaculaire au niveau de la flexibilité défensive aussi. Donc
ces trois mecs-là, notamment parce que chez Herman, il apporte rarement de très mauvaises minutes, notamment sur les 13 derniers matchs, c'est très sympa aussi. Donc en fait, Mazzoula, à tous les matchs quasiment, il arrive à trouver le mec appuyé sur le bon bouton et à trouver le mec qui va faire la différence, qui va donner de bonnes minutes. C'est rare qu'on arrive à savoir qui c'est d'ailleurs. Avant le début de match, moi je suis incapable de dire tiens lequel de ceux-là va sortir du lot. Sur les deux derniers matchs face aux Indiana Pacers, c'est surtout là sur le dernier match c'est chez Herman qui a joué 20 minutes pendant que Walsh en a joué que 19, et sur celui d'avant on avait eu Gonzalez qui avait joué 38 minutes à un moment. Donc en fait à chaque match on se retrouve avec un mec qui sort du lot, ils ont un peu tous le même profil, hein, avec avec des qualités offensives moyennes entre guillemets. Donc c'est cool à voir parce que c'est trois joueurs qui sont assez attachants, qui ont un peu des profils de chouchou, hein, de toute manière. Pour l'instant, il n'y en a aucun de tout cela comment dire, qui prend vraiment l'ascendant sur les autres. Il y a des 2-3 matchs par-ci par-là où tu as un mec qui va sortir du lot et qui va rentrer dans le rang après. Donc c'est Mazzoula qui gère pour l'instant. Après, ils sont tous très, très satisfaisants. Ouais, je suis bien d'accord. On va continuer donc avec Kevin qui voulait aussi nous parler j'allais dire du divin chauve, mais on vient de parler d'un autre chauve, c'était pas fait exprès. Parle-nous de Derrick White, Kevin. Oui, après, tout ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, être chauve ne te rend très bon à Boston, mais c'est le cas avec Jordan Walsh et c'est le cas avec Derrick White. Alors, Derrick White, c'est pour moi l'exemple un peu du changement finalement, enfin, de l'évolution positive des Celtics sur ces 13 derniers matchs. En début de saison, on l'a quand même senti pas mal emprunté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouvais quand même assez emprunté, pas aussi présent qu'avant. Et en fait, il y a eu, je pense, ces 13 derniers matchs, et même plus précisément sur, je dirais, ces 5-10 derniers matchs, on a retrouvé un peu le Derrick White déjà offensivement. Ça s'en témoigne avec les statistiques où Derrick White recommence à faire des matchs assez réguliers à 20 points, parfois il monte à 22 points, 23 points, sans forcer, parce qu'en fait, autour de lui, il y a aussi un Peyton Pritchard qui est capable de complètement sortir de sa boîte et d'enchaîner shoot après shoot, euh, comme il sait le faire. Et on a senti aussi un Derrick White aussi de plus en plus de retours défensivement, et en fait, de retrouver ce rôle d'un des meilleurs role-players de la ligue. Alors, tout le monde a sa définition de role-player, mais quand je parle de role-player ici, j'entends un mec qui est capable d'apporter offensivement et défensivement sans être la star de l'équipe. Un peu le mec qui t'est indispensable et que tu veux absolument dans ton équipe, sans que ce soit le mec qui va briller absolument. L'exemple notamment d'un un peu petits échelles, d'un Keon Ellis notamment, que j'aime beaucoup du côté de Sacramento. Derrick White a repris un peu ce rôle qu'on voyait de lui et qu'on n'avait pas trop vu en début de saison, et je pense qu'il est aussi une des raisons pourquoi aujourd'hui on a un bilan sur les 13 derniers matchs de 10-3. C'est parce qu'on a retrouvé un Derrick White au niveau, c'est parce qu'on a retrouvé un Derrick White qui est moins emprunté, qui se donne à fond pour l'équipe et qui apporte ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire de l'attaque, de la défense et être un peu partout, sans être le meilleur partout, mais d'être un peu partout. Et franchement, ça fait beaucoup de bien de retrouver ça, surtout quand en fait finalement on a perdu autant de joueurs et que Derrick White se retrouve à être la deuxième option des Celtics. Et oui, mais justement, c'est ce qu'on disait. Moi, je pense que, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense que c'est une histoire d'adaptation à ce nouveau rôle en fait. C'est-à-dire que Derrick White, c'est la cerise sur le gâteau pour une équipe voilà, où il y a beaucoup de staff, enfin où il y a suffisamment de très bons joueurs et il peut se faire cette place. On en a déjà parlé. Là, effectivement, en devenant en quelque sorte la deuxième option de cette équipe, ouais, peut-être que le costume était un peu grand, peut-être que c'était tout simplement des ajustements à faire qui n'ont pas été évidents pour lui. Et c'est vrai que là, ouais, il a l'air de rentrer dans ce rôle-là, en continuant à faire ce qu'il fait le mieux, mais à une échelle différente, tout simplement.
Vincent, un petit mot sur D-White ou on enchaîne? Je suis assez d'accord, hein, je suis assez d'accord avec Kevin sur le fait qu'en début de saison c'était un peu complicado. Alors il n'y avait pas un tir qui tombait dedans, on le sentait en recherche de sensations et peut-être ce fameux nouveau rôle. Sur les 13 derniers matchs, on est à 41% à 3 points sur 10 tentatives par match, donc gros volume comme d'habitude, et on retrouve l'efficacité au tir. Il a encore des stats défensives assez folles, notamment en protection du panier, c'est quasiment un pivot le mec, hein, en termes de ce qu'il arrive à produire, donc ça c'est toujours génial. Autre indicateur toujours hyper intéressant, malgré le début de saison compliqué, lui pour le coup, quand il est pas sur le terrain, l'équipe performe moins bien. Je vous abreuve pas de chiffres, juste ce qui ressort, c'est que depuis qu'il est à Boston, quand il est sur le terrain, ça se passe très bien, et quand il est pas sur le terrain, ça se passe moins bien pour l'équipe. Donc ça veut dire toujours, comme d'habitude, que le mec, il fait pas de mauvais choix, très peu de mauvais choix. Il y en avait un peu plus en début de saison, mais là on est reparti à je perds pas de ballon, je fais tourner le collectif, je commence à développer un jeu à deux. On a vu des petits pick and roll avec Luka Garza, avec Nemias Kita également. Voilà, c'est lui pour le coup, autant il a son propre scoring, autant ça fait partie de ceux qui arrivent à générer de l'attaque pour les autres aussi, parce qu'on a besoin de joueurs comme ça pour justement créer des brèches pour nos role players, nos ailiers, là que je disais qu'il y avait un petit rôle offensif. Eux pour le coup, quand ils doivent marquer un panier, il faut que le décalage soit créé par quelqu'un d'autre ou entretenu par quelqu'un d'autre, et souvent c'est bien ce bon vieux D. White. Et pour te compléter, tu parlais justement de l'apport défensif, effectivement, et du fait qu'il a des stats de pivot. J'ai vu passer une stat récemment à ce sujet, où en gros, il mettait les 20 joueurs qui avaient le plus de difficultés, enfin, qui faisaient que le joueur adverse directement dans son opposition réduisait en pourcentage. On en avait 18 qui étaient des pivots, dont Nimias Queta, d'ailleurs, qui était parmi les joueurs avec la meilleure dissuasion. Et avec Cooper Flag aussi, même si on peut le considérer entre un extérieur et un intérieur. Et tu avais Derrick White qui était le seul extérieur qui faisait que l'adversaire était à 46% au shoot quand il était en opposition directe face à lui, ce qui faisait de lui le 6e meilleur défenseur dans ce domaine. Donc c'est un point statistique qui mérite d'être souligné, c'est que Derrick White a autant de dissuasion défensive qu'un pivot, et qu'il est parmi les meilleurs dans ce domaine. Et ça, franchement, c'est assez fort. Il a très certainement parmi les meilleures mains et les meilleures coordinations main-œil à des vitesses folles, bien entendu, de toute la NBA depuis plusieurs années en fait, hein. Peut-être même depuis encore plus longtemps que ce que nous on a pu le voir aussi précisément que ce qu'on fait actuellement, mais vraiment c'est toujours assez fantastique, hein, défensivement. Je pense que c'est secrètement un des tout meilleurs, d'ailleurs de moins en moins secrètement, mais un des meilleurs défenseurs, en tout cas sur les lignes arrière, le plus complet en plus, parce qu'il n'a pas de vrais défauts. Donc c'est vraiment assez génial comme joueur, comme d'habitude, hein, de toute façon avec White. Et oui, on le voit suffisamment passer sur Twitter, le nombre de scénarios de trade, d'équipes qui nous l'envient, mais non les gars, on le garde. Vincent, on va rester avec toi. Alors, pour ne rien vous cacher, au moment où on a fait la trame de cet épisode, donc on s'était dit qu'on parlerait de cette série de 13 matchs, de Tatum, de Brown. Kevin nous a dit qu'il parlerait de Jordan Walsh et de Derrick White. Et puis Vincent, quand je suis arrivé à toi, je vais parler du reste. Donc on va te lancer tout simplement. Alors Hugo Gonzalez, on en a déjà un peu parlé. Tu m'as dit que tu voulais parler un petit peu des pivots, des rotations, ce qui sera peut-être un peu l'occasion de donner un peu d'amour à Joe Mazzulla, qui fait quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe. Peut-être un peu d'Anthony Simons aussi, dont on a peut-être volontairement tué le nom jusqu'à maintenant. Je te lance là-dessus, petit florilège de ce qui reste à aborder dans cet épisode. On est avec toi, Vince. Ouais, tout à l'heure j'ai parlé que Mazzulla il trouvait toujours un mec ou deux mecs qui allaient sortir de leur boîte et surperformer leur rôle régulièrement. Bon, on est vraiment à fond là-dessus. Je trouve qu'il fait vraiment un début de saison
Matsula assez génial, assez génial. Et pour l'instant, sur 30 matchs, donc on est à un gros tiers de la saison, il produit avec ce roster la deuxième ou troisième meilleure attaque de la NBA. Mais c'est quoi ça en fait? Il n'y a pas de créateur pour les autres. On prend des tirs qui sont pas spécialement rentables a priori, de ce que ressortent tous les indicateurs, et lui il arrive encore pour la xème année consécutive à produire une attaque par son coaching et ses joueurs, une attaque top 5 de NBA. Franchement, c'est assez fabuleux. J'ai souvent dit que je la trouvais pas forcément belle à voir esthétiquement cette attaque. Par contre, depuis qu'il est coach des Boston Celtics, il produit tout le temps une attaque top 5 NBA. À savoir que les attaques qui sont au-dessus, c'est les attaques de Jokic de Denver ou des rosters beaucoup plus talentueux que ce qu'on a cette année. Donc je trouve assez formidable. Donc ça pour Matsula, je vais pas aller beaucoup plus loin. T'as dit aussi parler des pivots, ça reste toujours un peu délicat. On a très peu de talent sur ce poste-là, hein. Donc finalement on a une réponse par rapport au début de l'année. Neemias Queta pivot titulaire, et en fait après celui qui prend les minutes derrière, on a eu alternativement Garza ou Minot, suivant la forme du moment, certainement ce qui se voit à l'entraînement et l'opposition. On a dit là, on a eu 2-3 sorties de Luka Garza qui étaient vraiment intéressantes, où il se battait vraiment énormément au niveau du rebond, parce que ça reste la grosse difficulté de ce début de saison. C'est une équipe qui a du mal à sécuriser son rebond. Il y avait des séquences où on jouait pas grand, donc c'est compliqué, et on n'a pas non plus de pivot dominant de ce point de vue. Donc malgré quand même une faiblesse, c'est-à-dire quand cette triplette là sur le papier elle fait quand même pas rêver, on a des pivots qui sont hyper intéressants, qui donnent beaucoup de solutions, qui posent énormément d'écrans à droite, à gauche, qui du coup permettent à nos extérieurs, au Pritchard, au Brown, au Derrick White de faciliter le travail, tout simplement, malgré qu'on ait souvent un ou deux non-shooters sur le terrain, avoir un spacing tout à fait raisonnable, tout à fait sympa. Donc vraiment des belles surprises, encore une fois, hein. Même, alors je reviens dessus, hein, mais même Luka Garza, sur le papier quand même, moi j'étais vraiment pas fan du profil. Et ben les 10, 15, 20 minutes qu'il nous donne, et ben souvent on se dit il est partout, et oui, il arrive à nous créer de secondes chances. J'ai encore en tête une image là où il saute pour voler le ballon sur un rebond offensif et permettre à Pritchard d'avoir une autre chance. Il l'a pas mise, mais vraiment c'était une action. Donc une fois encore, on est sur trois mecs là, Minot, Queta, Garza, qui jouent leur carrière en fait, hein, qui jouent la suite de leur carrière, et franchement on n'a pas grand chose à leur reprocher. Finalement souvent ce qu'on leur reproche c'est des limites qu'ils ont eux-mêmes en tant que niveau de joueur, mais on était au courant, même on pensait peut-être même qu'elles étaient encore plus flagrantes. Donc vraiment de ce point de vue, je sais pas ce que vous en pensez des pivots, mais moi avec si peu de talent on fait beaucoup, même si j'espérerais qu'on ait un peu plus de talent sur ce poste là, bien évidemment. Ouais, carrément. Moi, je suis très très fan de ce que fait Neemias Queta. Franchement, l'énergie qu'il amène, voilà, c'est pas un mec qui, comme tu l'as dit, hein, on connaît les limites du joueur. Il y a aussi les limites de temps. Enfin, je veux dire, il joue pas beaucoup. Je me demande même d'ailleurs si c'est pas ça qui entraîne autant de small ball, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de minutes où on n'a pas de pivot sur le terrain. Enfin beaucoup, c'est pas majoritaire dans un match, mais je veux dire il y a énormément de matchs où il y a 10-12 minutes où il n'y a aucun pivot sur le terrain, et je sais pas si c'est parce que Queta est limité au niveau du moteur, au niveau de l'endurance, ou j'en sais rien, mais en même temps quand on voit le boulot qu'il a bas, voilà, il joue. Je suis très content d'avoir 25 minutes de Neemias Queta par match. Ouais. Complètement, on en avait déjà parlé au podcast précédent, Ouais, mais je pense que Matsula coach assez sévèrement. C'est-à-dire que dès que le mec commence à être un peu moins en forme, certainement un peu à bout, il n'hésite pas du tout à faire tourner et à faire entrer un mec plus frais, alors peut-être avec d'autres qualités, mais c'est vraiment de ce point de vue que je trouve que Matsula fait vraiment un boulot assez bluffant, franchement assez bluffant, et je pense que je faisais partie de ceux qui pensaient pas qu'il était à ce niveau de coaching, peut-être.
Ouais, une belle surprise de Joe à ce niveau-là aussi. Euh, j'ai dit tout à l'heure en rigolant qu'on avait peut-être fait exprès de pas parler de lui, tu n'en as toujours pas parlé. Tu nous dis un mot sur Anthony Simons ou pas? T'es pas obligé, hein. Non, non, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Ouais, on est bien d'accord. Non, c'est compliqué. Je sais pas trop quoi en penser. Mais en plus, c'est un peu toujours le même avis que ce que j'avais il y a 13 matchs. C'est-à-dire que on lui demande de scorer, il crée très peu, je sais pas ce qu'on lui demande exactement. Il fait peut-être partie de ceux que je vois un peu sur le côté du collectif et j'impute pas forcément ça à lui. J'ai l'impression que ce qu'on lui demande est compliqué et tout est compliqué dans ce qu'il est. C'est-à-dire, globalement, on lui demanderait de rentrer sur le terrain, de créer ses propres tirs, il faut les rentrer. Défensivement, je suis plutôt assez satisfait par rapport à ce que j'avais l'impression qu'il était. Par contre, je le vois très peu à la création. Enfin, voilà, je le vois pas pleinement dans le collectif. Donc, je vois, on en est toujours au même point. Est-ce que de toute manière, on compte pas sur lui et ça ne va que chercher à le trader et est-ce que Stevens est en train d'essayer de le bouger ou pas. J'en sais rien. C'est compliqué et depuis le début je dis la même chose, je dis de toute manière il n'a pas été mis dans des conditions merveilleuses, autant certains arrivent à s'épanouir dans ce collectif vraiment au-delà de nos espérances, autant pour Simon c'est compliqué, un peu comme on s'y attendait, comme on le craignait et là pour le coup sur les 13 derniers matchs c'est un dessus où on se dit quand même, il y a peu de minutes, hein, il joue pas beaucoup, il a jamais joué si peu depuis certainement sa saison rookie ou ses deux premières saisons. Donc ouais, c'est compliqué. Même si je lui impute pas à lui directement, je pense que, enfin moi quand je le vois jouer, je me dis il est à fond ce mec-là. Enfin voilà, il est à fond dans ce qu'on lui demande. Donc voilà. Ouais, ouais. Non, mais on est bien d'accord. Il y a une. C'est ce que tu dis. Enfin, tout porte à croire qu'en fait, il fait pas partie du projet et qu'il est mis dans des conditions. Enfin voilà, on en a déjà parlé la dernière fois et c'est vrai qu'il y a pas grand-chose qui a changé en fait, hein. Il joue avec la seconde unit. Il est pas du tout dans des circonstances qui lui permettent de faire quelque chose de forcément intéressant. J'ai vu passer, je m'avance pas trop parce que honnêtement, là ça me revient. J'étais en train de scroller sur Twitter et je suis pas du tout sûr de la source, mais j'ai vu passer un tweet qui disait que apparemment les Celtics cherchent à le bouger et que son salaire est un problème et que ça va pas être facile. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié, j'ai vu ça passer comme ça. Ouais. Euh, Je pouvais t'envoyer un texto hein, pour dire ça. non, 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 mais au final, oui, il est un peu. Par rapport à sa production, le salaire est très important et après, il est fini sans le salaire. Donc, il en reste plus beaucoup oui, de voilà. salaire à payer. Non, mais Donc, c'est ça. Mais après, voilà, si effectivement c'est difficile de le bouger et qu'il est toujours là après la trade deadline, peut-être qu'on lui cherchera un rôle différent et qu'à ce moment-là, il sera utilisé différemment. mm. Mais voilà, ça, on n'en saura pas plus avant le 6 février, c'est ça? 6 février, je crois, la deadline. Kevin, toi, t'es comment sur Anthony Simmons? T'es un peu, tu vois un peu plus de lumière que nous? Parce que ça reste un top shooter, hein. C'est-à-dire que moi, quand on arrive à lui créer un tir qu'il a juste à prendre un catch and shoot assez ouvert à 3 points, j'ai assez confiance en lui, hein. Clairement, c'est un des meilleurs shooters de la ligue, hein. Bah, je suis un peu comme vous là-dessus. Je pense que quand est arrivé en Fernie Simons, bon bah Simons, enfin pas, on s'en fiche. Je pense que c'était content de l'avoir. Puis en fait, avec le déroulé de la saison, je me dis que c'est un shooter effectivement, mais est-ce qu'il a la capacité d'être au-delà d'être un shooter? Il a jamais été autre chose que ça, même à Portland. À Portland, c'était différent. Il avait le champ libre. Il y avait lui qui était seul pendant des années, puis il y a eu Shaedon Sharpe, mais il a eu le champ libre pendant des mois et des mois, pendant 2, 3 ans. Et puis à Boston, en fait, il a le même rôle, et de toute façon, on lui demande pas plus. Donc en fait, j'ai du mal à me dire qu'il aurait un autre rôle, et effectivement, sûrement un tweet à la Chris Forsberg, probablement, oui, j'attaque des gens directement, qui nous dit que son contrat serait difficile à bouger. Bah oui, effectivement, il sera difficile à bouger, mais bon, on l'a pas recruté avec l'ambition de le prolonger, je pense. C'était un contrat finissant à plus de 20 millions d'euros, et puis 20 millions d'euros dans l'actuel NBA, c'est certes moins qu'à une époque, mais ça reste beaucoup. Donc, je ne le vois pas faire un autre rôle que ça.
J'aimerais aussi, je veux aussi un peu parler de Mazzula avant qu'on en parle, parce que vous parliez de Mazzula en tant que coach. J'ai envie de parler de la mentalité Mazzula en dehors du terrain, parce que je pense que s'il y en a un qui l'inspire très bien la mentalité Mazzula en dehors du terrain, c'est Jaylen Brown. Je parlerai très probablement de ces fameux live Twitch où tout part où je ne sais pas ce qui se passe sur ces live Twitch, mais je crois qu'il s'est décidé, Jaylen Brown, à être en roue libre complète. Il a dit énormément de bêtises que je ne cautionne pas, mais là récemment il nous a sorti, bon ça c'est pas une bêtise, un fuck de Knicks, mais bon on pense tous plus ou moins, donc ouais, mais je trouve que sa mentalité un peu de fou furieux, elle s'intègre même en dehors du terrain sur certains joueurs, et Jalen Brown, je trouve que c'est vraiment le cas. Alors attention, moi j'ai pu lors d'une insomnie assister à un live pas Twitch, si Twitch de Jalen Brown, et il y avait des parties très intéressantes en fait. Alors le problème c'est que derrière il n'y a pas les replays, et du coup on va avoir un extrait de 45 secondes sur des lives qui doivent faire 2h30, 3h, alors que lui, à un moment, il parlait de jeu, à un moment, c'était assez sympa, c'était assez intéressant. C'était pas une masterclass non plus, hein, mais c'était assez sympa. Bon, voilà, effectivement, il prend le micro. Moi, je suis pas méga fan de tout ça, même si en ayant pu assister en tant que spectateur, il y avait des trucs sympas noyés dans des trucs pas très intéressants. Voilà, mais après il fait bien ce qu'il veut. On sait que Jalen Brown, il a une vie en dehors du basket. Il est très pro, c'est-à-dire que ses lives lui permettent de faire beaucoup de pubs pour sa marque de vêtements, chaussures, tout ça, tout ça. Donc il est très dans le business. Donc ça se trouve c'est aussi une stratégie, un divertissement pour lui et une stratégie commerciale derrière aussi. Mm. C'est un garçon assez éclairé de ce point de vue. Donc voilà. Et on sait que le basket n'est pas, comment dire, c'est pas sa priorité, mais c'est son boulot. C'est son boulot. Moi, plus je vois Jalen Brown, plus je sens ce côté. C'est le boulot, c'est le business. Donc j'ai ma plateforme et tout, et je m'en sers. Voilà. Donc s'il peut faire des choses à côté, on sait qu'il se gênera pas. Et des fois c'est très intéressant, des fois c'est un peu cata. Voilà, il a sorti des trucs sur qu'il fallait flopper absolument pour avoir des lancers francs alors qu'il en a jamais eu autant de sa vie, et que en fait ils font tous pareil et c'est pas un gros souci, donc voilà. Oui, après c'est quelqu'un de très intelligent, donc je me fais pas de doute sur le fait que en dehors du terrain, il sait s'en sortir et sur ses live Twitch. Mais il faut qu'il fasse attention à sa communication sur certains points. Voilà, c'est ce que je C'est pense. c'est- c'est pour ça qu'il est peut-être pas si intelligent que ça, finalement. C'est-à-dire que c'est l'image qui est sortie de lui post-fac, et qu'il entretient, et je pense qu'il est loin d'être inintéressant, mais je le vois pas comme le génie peut-être qu'on lui a vendu, qu'on nous a vendu, voilà. Peut-être pas. Hmm. Bon, et ben voilà, on a fait un bon petit tour. Les gars, avant de conclure, est-ce qu'il y a un dernier point que vous souhaitez aborder ou est-ce qu'on peut passer sur notre dernier point? C'est bon pour Comment, moi. comment vous C'est bon, avez pareil. pensé? Kevin, on est bon? Alors on y va, du coup on va terminer, bon bah comme on l'a fait. Alors je sais pas si ce sera le fil rouge qu'on s'était promis, enfin qu'on envisageait en tout cas en début de saison, parce que au plus on avance, au plus on a l'air quand même de trouver certaines réponses. Donc on va le faire un petit peu évoluer, hein. On s'était dit qu'on verrait au fur et à mesure, à chaque fois on ferait un petit point sur en gros ce qu'on attend des Celtics pour la fin de la saison. Euh, Là je pense que la question de savoir si oui ou non on visera le fond du classement, bah, enfin, les Celtics y ont répondu de bien belle manière, puisque maintenant, de toute façon, je pense que même si on se décidait à switcher, ce serait très certainement trop tard. Du coup, je vais vous demander ça autrement. Qu'est-ce que vous voyez? Alors après, c'est une question qui amènera forcément des réponses incertaines, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas encore, mais en admettant que Jason Tatum revienne, on va dire à peu près post-All-Star Break, qu'il ait le temps de bien se mettre en jambes, qu'il apporte la création qui nous manque, qu'il apporte le playmaking défensif qui nous manque. Euh, je vais répondre un petit peu à la question avant de la poser, mais moi j'étais très content en écoutant le podcast de QI Basket. D'ailleurs, ils nous ont fait un coucou, on les salue. Allez écouter l'épisode de Beyond the Hoops sur les Celtics, c'est super intéressant. Mais j'étais content parce qu'il disait qu'en gros, ce serait pas pour eux une surprise si les Celtics étaient en finale NBA cette saison.
Et c'est ce que je pense en fait, mais je me disais, tu t'emballes, enfin voilà, je sais que mon côté fan a tendance à s'emballer et à voir cette équipe plus belle qu'elle ne l'est réellement, mais ça me semble pas si déconnant en fait quand on voit les équipes qui sont au-dessus et surtout les failles qu'on pourrait exploiter chez les équipes en question. Euh, alors, est-ce que je m'emballe ou pas, on le verra, mais vous en pensez quoi? Kevin, pour toi, si les choses se passent au mieux, en fait, qu'est-ce que tu penses qu'on peut attendre de cette fin de saison? Il y a deux choses qui me semblent intéressantes et qui vont forcément influencer la suite de la saison. C'est un, est-ce que les Celtics vont maintenir ce niveau de jeu même avec le retour de Jason Tatum? Parce que on disait, tu sais, je crois que c'est toi, Vincent, qui disait tout à l'heure que tu avais l'impression d'une équipe qui exploitait à un maximum son potentiel, mais est-ce qu'ils sont capables de faire mieux? Est-ce qu'ils seront capables aussi de tenir la cadence et est-ce que le retour de Tatum ne va pas en fait, il va y avoir forcément un temps d'adaptation, mais est-ce que ça va pas un peu rabattre les cartes une nouvelle fois et qu'on ait un nouveau temps d'adaptation qu'on espère le moins long possible? D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Tatum reviendra progressivement au jeu, aussi dans cette situation. Il y a ça, mais l'avis de QI Basket est intéressant parce qu'en fait, effectivement, c'est pas déconnant. On est sur une conférence qui est bien plus faible que la conférence Ouest, on va pas se le cacher. En début de saison, enfin avant la saison, on pensait que les Knicks domineraient tout et le résultat est que c'est compliqué pour New York. Enfin, c'est pas l'équipe dominante qu'on attendait. Ils restent deuxième de la conférence, c'est extrêmement bon. Ils ont produit de très gros matchs, mais ça reste poussif sur certains moments. C'est pas l'équipe qu'on attendait de dominante. On a Détroit qui est intéressante, mais bon, Détroit, ça va être, c'est leur première expérience finalement aussi haut à ce niveau. Avec des joueurs qui s'affirment, notamment le duo Cade-Jalen Duren qui est très intéressant. Mais est-ce qu'ils vont tenir la cadence? Est-ce qu'ils seront capables d'aborder bien les playoffs avec ce manque d'expérience finalement, pas des playoffs, mais finalement d'une position de leader? Et on a des équipes derrière qui restent menaçantes, mais enfin, on n'a pas le Cleveland de l'année dernière qui s'est complètement effondré en playoff et dont on sent que tous les problèmes ne sont pas réglés à 100%. Orlando avec Desmond Bain, c'est intéressant, mais bon, ils ont dû subir la blessure de Franz Wagner, donc c'est pas facile non plus. En fait, ouais, c'est assez ouvert dans la conférence Est, qui fait que une équipe d'underdog comme la nôtre peut très bien arriver à tirer son épingle du jeu. Et il suffirait juste que tout le monde arrive à s'adapter au retour de Jason Tatum et qu'on ait une équipe qui continue à produire aussi bien offensivement et avec aussi un petit peu de travail défensif, qui serait tout à fait probable qu'on aille en finale. Alors après, je donne pas cher de notre peau en finale, mais, euh, mais il y a des chances. On a nos chances. Ça, c'est vrai. On a nos chances. Vincent, je vais pas employer le mot pessimiste, mais on va dire que tu es sans doute l'un des plus raisonnables au trèfle. Donc qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, tu me connais trop bien, quoi, maintenant. Non, On on a un commence vieux à se couple. connaître bien. Euh, déjà, t'as bien fait de citer le podcast de Q-Basket, il était top. Et vraiment, c'est plus qu'un gros coucou. J'ai adoré cet épisode. Euh, Moi, je ne nous vois pas du tout en finale. Très clairement, je pense que malgré toutes les choses positives qu'on voit et cette espèce de kiffade, là, la saison, moi, elle me fait kiffer. Donc, je me régale devant les matchs, peut-être même encore plus que l'année dernière, parce qu'on voit des nouveaux joueurs, voilà, parce que plein de choses. Dans des séries de playoffs, je pense qu'on aurait beaucoup de faiblesses qui pourraient être exploitées par des adversaires sur une série de playoffs. Justement, notre poste de pivot, un Emi Askita, je sais pas s'il est capable de donner 20-25 minutes de très haut niveau en playoff et d'être positif. Tous nos jeunes dont on a des doutes sur la capacité offensive, à mon avis, ne seraient pas défendus à 3 points, ça resserrait énormément dans la raquette. Donc tout deviendrait toujours plus compliqué pour nos scoreurs à nous. Le quid de à quel niveau revient Tatum, enfin plein de choses comme ça. Donc vraiment entre une saison régulière et la capacité de notre coaching staff et de nos joueurs
à dérouler sur une saison régulière parce qu'ils savent faire, parce qu'ils ont fait ça toute leur carrière, notamment les White, les Brown, les Pritchard, les Hauser. Maintenant, c'est des mecs qui ont maintenant l'habitude et sont très forts, je trouve, en régulière. On a vu au fur et à mesure des années, là cette année, Pritchard est un de nos joueurs qui joue le plus de minutes. Pritchard en playoff a tout le temps été ciblé, a toujours été un problème à cause de sa taille, du fait qu'il peut pas défendre, des choses comme ça. Donc vraiment toutes nos petites faiblesses qui peuvent être gommées en régulière, sur un flot de régulière, je les vois vraiment beaucoup plus exposées dans une série de playoffs. Donc je ne vois pas du tout en finale NBA. C'est-à-dire que moi, là, à l'heure actuelle, je me chauffe un peu et je serais content si on passait un premier tour de playoff en l'état. Alors là, c'est si vraiment le roster restait en l'état et avec un Tatum qui reviendrait pas à 100%, mais qui serait présent, mais qui pourrait jouer 25-30 minutes à 80%, je dis une bêtise, en vrai, environ. Voilà, ça serait, si déjà on passait un tour de playoff, ça aurait déjà dépassé toutes mes attentes, on va dire, de début de saison. Donc voilà. Mais je pense que je trouve des équipes, malgré la faiblesse et le côté ventre mou de cette conférence Est, je pense qu'on serait un peu juste. Mais je me suis déjà tellement trompé en 2 mois de compétition que clairement on est en finale déjà. J'allais dire, très 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 raisonnable, Vince. Non, mais je vois trop de lacunes inhérentes au roster. Après, si Steven, il m'enlève Simmons pour me ramener un pivot très costaud qui a prouvé en playoff, que j'ai Tatum qui revient à 100%, oui, là, je vais changer d'avis. Mais là, en l'état, même cette équipe aussi enthousiasmante, être enthousiasmante en saison régulière et performante en playoff, je pense que c'est quand même pas la même chose. Enfin, il y a des choses qu'on arrivera à répliquer, mais quand même, à un moment, le manque de talent, je pense que Par exemple, je ne vois pas passer les Knicks sur une série de playoffs, vu ce qu'ils nous ont fait l'année dernière, et il y a un moment, je pense que le manque de talent, notamment sans Tatum, en projetant sans Tatum à 100%, ça serait peut-être dur à combler, quoi, voilà. Ok, eh ben écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui se passera après la trade deadline, ce sera très certainement le sujet d'un de nos futurs épisodes, mais a priori ce sera pas le sujet du suivant, puisque j'étais en train de regarder là, si on vise la mi-saison, donc ça nous amènerait autour du 20 janvier, je crois, à peu près. Voilà, dans cette dizaine de matchs, on a grosse dizaine de matchs à venir. On a un programme qui est pas spécialement chargé. On tombe sur des équipes relativement abordables, je pense. Voilà, on va avoir les Blazers, le Jazz, les Kings, les Clippers qui ont l'air de sortir un petit peu de leur turpitude, mais bon, ça reste une équipe en difficulté. Les Bulls qui font leur montagne russe habituelle, très très fort, très très nul. Là apparemment ils sont très très forts, donc on verra où ils en sont. Les 2 matchs les plus intéressants peut-être contre les Nuggets et les Spurs. Voilà, dans la tranche de match à venir. Il y aura aussi les Raptors, les Pacers, le Heat, les Hawks. Voilà, on devrait être quelque part par là quand on reviendra vers vous pour faire un petit point à la mi-saison. Les gars, merci beaucoup pour cet épisode. Merci, Joanne. C'était un plaisir d'être avec vous. On se dit à très bientôt du coup. Voilà, donc a priori, petit point à la mi-saison, à moins qu'il se passe quelque chose, parce que mine de rien, la saison des trades est quand même lancée, même si ça reste très calme pour l'instant, mais comme le 15 décembre est passé, il peut se passer une dinguerie. Donc voilà, si c'est le cas, on interviendra rapidement. Sinon, on vous retrouve dans 2-3 semaines à peu près pour le point de la mi-saison. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.